Bonsoir, soyez toutes et tous les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes amis. Bonsoir Elisabeth. Le retour de Xavier Mauduit, Fanny Veil, Théophile. Wow, la révolution. L'actualité, c'est une tragédie qui a 20 ans, jour pour jour. Deux gamins, Zied Benna et Bouna Traoré, banlieusards, jeunes banlieusards de Clichy-sous-Bois, courant pour fuir la police vers un transformateur EDF. Et si électrocutant, le lendemain, les banlieues françaises se soulevaient, s'embrasaient. Un hommage leur était rendu aujourd'hui. Le 27 octobre 2005 restera gravé dans l'histoire, non pas comme une simple date, mais comme un cri de douleur, un cri d'injustice, un cri d'espoir aussi, celui d'une jeunesse qui demande simplement à être entendue, respectée, considérée. 20 ans après ce drame qui fut un révélateur de l'abandon des quartiers dits difficiles, quel est le bilan social et humain du plan de refonte des quartiers populaires? La banlieue est-elle toujours mise au ban? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Théophile et Xavier. Théophile Cossa et Xavier Mauduit, soyons précis, pour vos chroniques. Oui, on va parler des bijoux de la couronne, Elisabeth. Le vol des bijoux au Louvre, l'enquête progresse. Des suspects arrêtés, les autres courent toujours, mais on va bientôt leur mettre les bracelets. En tout cas, moi, je vous parle d'autres voleurs des bijoux de la couronne. Oui, il y a quelques siècles. Oui. Et vous, Théophile? Je vous emmène en mer avec les skippers de la Transat Café L'Or qui sont partis du Havre ce week-end, direction la Martinique à la voile. Et ça va pas être de tout repos. Déjà, 3 bateaux ont chaviré. Cette course au large, je vous raconte comment ça marche. Eh bien, on va rester en mer, figurez-vous, car pour commencer, place à la folie océan, titre d'un excellent et dense roman d'un genre peu pratiqué par les auteurs français, le thriller écologiste. À partir d'une histoire archi-locale, un projet d'extension de la réserve ornithologique des 7 îles dans les Côtes-d'Armor, l'écrivain Vincent Message explore brillamment les enjeux écologiques globaux, avec nuance, suspense et un amour fou communicatif pour le plancton. On le retrouve tout de suite. Vincent Message, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On vous reçoit parce que vous avez fait paraître au Seuil cet excellent roman qui est La folie océan. Au terme de ces 360 pages, je vais vous poser une question. On se demande, mange-t-il du poisson? Mange-t-il toujours du poisson, à part peut-être des sardines une fois par an? Et tout d'un coup, le chiffre de la pêche, je crois que c'est 90 millions de tonnes annuelles, nous revient à l'esprit. Oui, c'est un livre qui parle de la crise que traverse la pêche, du fait que c'est une activité qui s'avère assez insoutenable pour les écosystèmes à l'échelle mondiale. Et même en France, on a un tonnage qui est beaucoup trop important. C'est l'une des menaces principales qui pèsent sur la biodiversité marine. Et pourtant, des pêcheurs en vivent, et donc il faut aussi tenir compte de leur point de vue et de leurs existences, et c'est ce que vous faites dans ce roman. Vous avez le profil idéal pour parler de cette folie océan et de cet amour et de toutes les menaces. Rappelons que la 7e limite planétaire sur l'acidification des océans a été dépassée récemment. On vous retrouve après votre profil par Gaël Legras. Vincent Message, dans vos romans, vous vous intéressez à différentes formes sociales de violence. La littérature permet-elle d'affronter les enjeux politiques contemporains de manière frontale? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Après un premier roman policier en 2009... Mon but n'était pas d'écrire un simple roman policier. Il y avait aussi une envie de réfléchir à ce qu'est l'imaginaire dans notre société moderne. Vous publiez un essai, puis votre deuxième roman, Défaite des maîtres et possesseurs. Vous décrivez un monde où des créatures extérieures réservent aux hommes le sort que nous réservons aux animaux tout en les classant par utilité. Ceux qui travaillent, ceux qui servent d'humains de compagnie et ceux que l'on élève dans des fermes industrielles avant de les abattre et de les manger. J'essaye d'articuler 2 violences, parce que pour moi, il faut les penser ensemble. La violence qu'on inflige aux vivants, aux écosystèmes et donc aux autres espèces, et puis la violence des hommes entre eux. Cora dans la spirale se déroule sur fond de brutalité de la grande entreprise, du management et du capitalisme. En 2022, dans Les années sans soleil, une crise sanitaire liée à la crise écologique frappe l'humanité. J'ai voulu m'intéresser aux restrictions de mobilité d'une part et aux restrictions dans nos rapports sociaux. Et à ce que ça a changé pour nous, pour nos vies et pour notre capacité d'être présent au présent aussi. Aujourd'hui, avec La folie océan, dont l'histoire se situe sur la côte de Granit Rose et la réserve des 7 îles dans le nord de la Bretagne, vous évoquez la manière dont les problèmes écologiques créent des conflits au sein de communautés qui vivent ensemble. Militants pour la préservation de la biodiversité, pêcheurs artisanaux et armateurs qui pratiquent la pêche industrielle. Si votre roman donne vie à des personnages nuancés et aborde les questions dans leur complexité, vous déclarez néanmoins
Reste que la surexploitation des océans est réelle et que les limites planétaires sont franchies les unes après les autres. Bon, il y a eu un truc capillaire, Vincent Message, mais ce n'est pas le propos de cette rencontre sur 28 minutes ce soir. Vous avez passé combien de temps à Perros-Guirec? Parce que c'est tellement documenté, on se dit, mais pourtant vous enseignez à Paris. Comment avez-vous pu? J'ai passé 5 ans à écrire ce livre et ça a été une expérience de vie assez formidable avant d'être une expérience littéraire, puisque j'ai été m'immerger sur cette côte, alors entre la côte de Granit-Rose et Roscoff et sa station de biologie marine, qui est importante aussi dans le roman, pour vraiment me mettre à l'écoute des nouveaux travailleurs de la mer, de ceux qui l'étudient, de ceux qui l'exploitent, de ceux qui cherchent à la préserver. Et ça a été assez dingue comme expérience de comprendre leurs préoccupations dans le contexte de crise actuelle. Et est-ce que vous vous attendiez à rencontrer des fous passionnés de l'invisible, du plancton, notamment du coccolithophore, ce plancton grâce auquel on a entre autres Notre-Dame? Vous allez vous expliquer comment la chaîne qui mène un petit micro-organisme, une algue brune, à Notre-Dame. En fait, dès que j'arrive à Roscoff, on me dit, tu sais, ici, on ne s'occupe pas des cétacés, des oiseaux marins, etc. On s'occupe globalement de l'invisible. Virus, bactéries, les organismes planctoniques, dont on parle très peu, dont on ignore souvent même les noms. Effectivement, coccolithophore, ça ne dit pas grand-chose. Et pourtant, on vit dedans, puisque ces algues qui ont dominé beaucoup au Crétacé, qui peuvent actuellement encore former des efflorescences, des blooms, qui peuvent couvrir la taille de la Bretagne, c'est des choses gigantesques, eh bien, quand on séquestre le carbone, et quand ça se sédimente, avec le passage de millions d'années, ça donne nos sols calcaires avec lesquels on a construit beaucoup de villes françaises, Paris, et donc effectivement la cathédrale Notre-Dame également. Et le coccolithophore, c'est une des passions de l'héroïne Maya, je n'en dis pas plus. Alors vous faites entendre les arguments des pêcheurs, y compris ceux qui pratiquent la pêche industrielle, mais en même temps on se dit qu'il y a toujours une incompréhension entre les pêcheurs et les militants écolos au final. Une incompréhension éternelle. Oui, moi je me suis documenté, j'ai interviewé des gens qui ne se parlent plus tellement entre eux, entre lesquels règne effectivement beaucoup d'incompréhension. Et mon idée, c'était de comprendre les préoccupations de chacun, parce que je crois que personne ne fait le mal très sciemment. Les gens ont leur logique, pensent être dans leur bon droit. Donc j'ai pu rencontrer des armateurs industriels qui défendent un certain modèle économique, etc., avec des très gros bateaux. Qui font du chalut en eau profonde, c'est ça, et qui raclent les sols. Soit de chalut de fond qui raclent les sols, soit pélagique entre deux eaux, en prélevant des petits poissons, mais dans des quantités vraiment très importantes. Et ça me tenait à cœur que ce soit un roman assez choral, où ces différents points de vue soient représentés, pour que les lecteurs puissent se faire leur opinion, mais en ayant entendu des arguments à charge et à décharge, et donc une pluralité de points de vue. Et vous convoquez une figure relativement ignoré, tombé dans l'oubli, un Allemand qui s'appelait Ernst Haeckel et qui en 1866 a forgé un néologisme, quasiment le mot écologie, et qui par ailleurs était lui aussi fou du plancton et qui dessinait des trucs absolument merveilleux. Alors il arrivait à dessiner tout en regardant des organismes au microscope, ce qui est vraiment difficile à faire. On va les voir. Effectivement, voilà, c'est des méduses, mais il s'est aussi beaucoup consacré aux protistes, c'est-à-dire vraiment des organismes microscopiques du plancton. Et c'est quelqu'un qui a défini l'écologie comme la science des conditions de vie dans un milieu, ce qui permet à la vie de fleurir. Voilà. Alors on va évoquer avec vous, Vincent Message, et avec Fanny, le fait que la France entend se montrer très ambitieuse dans la protection des océans, dans la gestion de ces fameuses zones marines protégées. Et qu'est-ce qu'il en est dans les faits ? Bien, la France, c'est effectivement le deuxième domaine maritime mondial. Elle revendique la protection d'un tiers de cette surface par ce que vous avez rappelé des aires marines protégées. Mais dans les faits, dans la plupart de ces aires, la pêche au chalut dont on parlait il y a un instant n'est pas interdite, alors qu'on sait, vous l'avez rappelé aussi, qu'elle perturbe la biodiversité marine. D'ici fin 2026, la France dit vouloir placer sous protection forte, c'est-à-dire donc avec interdiction de la pêche, près de 15% de ces eaux contre près de 5% seulement aujourd'hui. Dans votre roman, l'un des personnages, le scientifique Bruno, s'agace, je le cite, « L'État se fout de notre gueule. Il crée des réserves si vastes qu'on ne pourra rien y interdire parce que couper les flottes de pêche de coin qu'elles exploitent autant susciterait aussitôt une levée de boucliers. » Fin de citation. Ça veut dire que selon vous, Vincent Message, ces objectifs français sont intenables ? Je me suis intéressé aux conflits d'usage liés à l'océan. Et il y en a un qui porte vraiment sur cette question des aires marines protégées. Le roman se passe beaucoup dans la réserve des 7 îles, qui, pendant que j'écrivais le livre, a vu sa surface multipliée par 70. Avec une équipe renforcée, on a vu des images
de la colonie de Foutbassan magnifique qu'abrite cette réserve. Donc celle-ci, elle est relativement préservée des pressions les plus fortes, chalutage de fond, gros chalutage pélagique, etc. Mais c'est vrai que j'ai assisté au sommet de l'ONU à Nice et ça a été vraiment tout un sketch puisque le gouvernement a fait des annonces disant qu'on renforçait la protection. Or, si dans les terres australes ou en Polynésie, on a de fait créé des aires marines avec un niveau de protection strict qui correspond un peu à ce que demandent les instances scientifiques internationales, sur nos façades de France métropolitaine, Méditerranée, Atlantique, on est très loin du compte. C'est 0,1% des eaux qui sont vraiment bien protégées. L'ONG Bloom a sorti un travail de cartographie confrontant la carte du gouvernement et la carte des interdictions déjà existantes pour montrer que ça ne changeait pas grand-chose. Et c'est là que les hypocrisies gouvernementales... Oui, d'ailleurs, Bruno, votre personnage dit c'est de l'hypocrisie. Le mot est dit et écrit. Il vaudrait mieux protéger des surfaces moins grandes, mais les protéger de manière très stricte, parce que des havres où il n'y a pas de pression, de pêche notamment, peuvent permettre vraiment à la vie marine de renaître. La vie marine, elle est très prodigue. Si on laisse l'océan se remettre des pressions qu'on lui inflige, les choses ne sont pas perdues loin de là. Alors vous avez une proposition politique assez iconoclaste. Vous dites qu'il faut 2 chambres parlementaires, 2 assemblées, pas le Sénat et l'Assemblée nationale qu'on les connaît, mais il faut une chambre du vivant pour défendre les intérêts du vivant à côté de nos intérêts à nous humains. Oui, c'est une réflexion que j'avais lancée avec Défaite des maîtres et possesseurs, donc cette dystopie où les humains deviennent aussi une espèce élevée. Je pense que c'est important, en tout cas, de comprendre que nos territoires, il y a des intérêts humains qui s'y entrecroisent, qui s'y affrontent. C'est aussi des milieux de vie, c'est des biotopes. On les partage avec des vies non humaines. Et on est interdépendants. On est extrêmement interdépendants. Et une grande partie du travail qui rend la Terre vivable, il est fait par les espèces animales et végétales. Le travail humain ne vient que en dernier lieu et par-dessus, avec une espèce qui est quand même très très récente dans l'histoire de l'évolution. Nous Sapiens, oui, c'est ça, rappelons-le. Si l'histoire de la vie sur Terre, c'est une année qui court du 1er janvier au 31 décembre, la sortie des eaux, c'est le 20 septembre, donc l'essentiel de la vie, c'est dans l'océan, et voilà. Et nous, on arrive à quelques coups de minuit, le 31 décembre, pour sabrer le champagne. Ça, c'est l'horloge de Carl Sagan, qui avait fondé l'Institut SETI. Il y a un personnage, une femme, qui travaille, qui milite pour Sea Shepherd, l'association fondée par Paul Watson, qui, depuis 50 ans, lutte contre le braconnage des baleines et qui est en ce moment questionnée par rapport, certains le traitent d'éco-fasciste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il a été hué dernièrement à la fête de l'UMA. Je crois qu'il est aussi très admiré quand même pour un combat dans lequel il a risqué beaucoup, risqué la prison, il en a fait au Groenland récemment. Il a été en prison. Il demande le statut de réfugié politique en France d'ailleurs, et Emmanuel Macron, pendant le sommet de Nice, lui avait dit qu'il allait faire son possible pour que ça ait lieu. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Watson, il s'est toujours défendu de s'en prendre aux humains. Il essaye de contrer la pêche illégale, la pêche notamment de cétacés, absolument interdite, en se mettant vraiment dans le chemin des bateaux qui la pratiquent. Et ça, au péril de ses jours. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui suscite avant tout des vocations pour la protection du milieu marin. Est-ce qu'on est capable de risquer sa vie pour ça ? Merci Vincent Message. Merci à vous. La folie océan aux éditions du Seuil, tout à fait recommandé par 28 minutes. Merci encore. Et on va passer à notre débat sur le bilan de ce qui a été appelé le plan Marshall des banlieues. Comme on disait il y a 20 ans, après les émeutes consécutives à la mort de 2 adolescents, Zied et Bouna, dans un transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. La pauvreté, le sentiment d'exclusion, le chômage ont-ils reculé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ? On en parle juste après la mise au point de Amira Swilem. Clichy-sous-Bois se souvient, c'était il y a 20 ans, jour pour jour. Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Soupçonnés avec d'autres d'un cambriolage qui n'a pas eu lieu en réalité, ils s'y étaient réfugiés pour fuir la police. Mort. Mort pour rien. Mort pour rien il y a 20 ans jour pour jour, dans des circonstances effroyables. Ils revenaient d'un match de foot, comme tant d'autres jeunes pendant les vacances scolaires. Suite à leur mort, le soir même, des violences secouent la ville. Elles vont faire tache d'huile. Paris, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille, Marseille, toute la France est touchée. Les émeutes vont durer 3 semaines. L'état d'urgence est décrété. Ces événements témoignent d'un malaise profond. Je veux dire, aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous, les filles,
et les fils de la République. Sous les projecteurs pendant des semaines, Clichy-sous-Bois devient le symbole du mal-être des quartiers populaires. La banlieue s'impose dans le débat public. En 2017, Jean-Louis Borloo est chargé de plancher sur un nouveau plan banlieue. Plus d'une dizaine se sont succédés depuis 40 ans. Pas de quoi empêcher les flambées de violence. À l'été 2023, la mort de Naël Merzouk, tuée par la police à Nanterre après un refus d'obtempérer, a elle aussi replongé la France dans un cycle de violence inédite. J'ai peur pour mes 4 garçons, ouais. J'aimerais bien que ça s'arrête et que ça n'arrive plus. Alors, 2 décennies après la mort de Zied Ebouna, quel changement dans les banlieues françaises? Les politiques publiques à destination de ces quartiers sont-elles efficaces? Les quartiers populaires sont-ils sortis de l'état d'urgence? 3 invités pour ce débat. Driss Etazaoui, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Association des maires, villes et banlieues de France et vice-président de l'agglomération d'Évreux en charge de la politique de la ville et de la sécurité et président du MODEM de l'Eure, du département de l'Eure. Selon vous, la politique de la ville a permis d'amorcer un rééquilibrage entre les territoires, mais beaucoup de sujets n'ont pas été traités dans les quartiers, notamment au niveau social. À côté de vous, Fabien Truong, bonsoir. Sociologue spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse. Vous enseignez à Paris 8, vous avez coécrit avec Jérôme Truc Grands ensembles parus à la découverte. Selon vous, quand on parle de jeunesse de banlieue aujourd'hui, c'est presque toujours de manière plutôt négative. On oublie par exemple que pendant le Covid, ce sont les habitants de ces quartiers qui ont pour la plupart permis au pays de fonctionner, ceux qu'on appelait d'ailleurs les premiers de cordée, n'est-ce pas ? Voilà. Et à côté de vous, Nassira El Moadem, bonsoir. Journaliste à Arrêt sur Image, vous avez été directrice et rédactrice en chef du Bondi Blog, créé en novembre 2005, il y a 20 ans précisément. Selon vous, ce qui manque avant tout au quartier populaire, c'est le fait de respecter les gens qui y habitent. Quand on va en banlieue, en tant que journaliste, ajoutez-vous, c'est la première chose que nous disent les gens. Et on démarre avec l'hommage du jour, oui, Benjamin. Cet arbre planté en mémoire de Zied Ebouna et Bouna Traoré à proximité du collège où ils étaient scolarisés à Clichy-sous-Bois. Un ginkgo dit arbre de vie et cette inscription, regardez, que sa force et sa longévité rappellent nos enfants éternellement présents dans nos cœurs. Driss Etazaoui, quel souvenir personnel vous gardez-vous de ces émeutes, d'abord du 27 octobre et des 3 semaines qui ont suivi ? Le 27 octobre, j'étais à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, qui est un quartier prioritaire, un quartier classé en politique de la ville. Le maire de l'époque était Jean-Louis Debré. Je n'étais pas encore en responsabilité et Évreux a été l'une des communes les plus touchées dans ces émeutes, avec un couvre-feu qui était un couvre-feu généralisé. Évreux a été mis sous cloche, avec des hélicoptères qui tournaient au-dessus de la tête des habitants. Et le sentiment que nous en avions le lendemain, le surlendemain et les jours qui ont suivi, était un sentiment de tristesse, de désolation, de désillusion aussi, parfois de découragement, puisque sur ces territoires-là, Évreux venait de bénéficier d'une importante opération de renouvellement urbain, donc des moyens importants, et le lendemain ou le surlendemain, toute l'énergie que vous avez consentie à reconstruire ce quartier, en faire un territoire de droit commun, sur l'action d'une soirée, tout ce que vous avez consenti était peu ou prou dévasté. Fabien Truong, il faut parler d'émeute ou de révolte, ou les deux? C'est sûr que quand on parle d'émeute, ça tend un petit peu peut-être à dépolitiser ces accès de colère, de rage. Or, si on parle de révolte, c'est révolte contre qui ou contre quoi? Voilà, alors, ce qui est un petit peu ambigu justement quand on brûle des voitures, c'est qu'il n'y a pas un message qui est clair, mais par contre ce qui n'est pas ambigu, c'est quand ça se répète et que c'est en fait dans tous les quartiers populaires où finalement il y a eu une identification de la part des jeunes garçons à ce qui arrivait à Zied Ebouna, donc avec ce sentiment en fait que ça aurait pu être moi. Voilà, on n'est pas sur du fait divers, en fait, on est sur, un sociologue dirait un fait social, quelque chose qui se répète et qui est lié finalement à la manière dont ces quartiers sont policés. Et c'est là, en fait, avec la forme de l'émeute, qui a à la fois la dimension, je dirais, affectuelle, émotionnelle, qui ressort, parce qu'en fait, ces contrôles humiliants, ils touchent, en fait, la chair et la dignité, en fait, de beaucoup de jeunes. Et en même temps, c'est politique au sens où ça se répète et c'est un fait social généralisé et qui est lié aux politiques publiques en fait. Nassira El Moadem, sur l'image des médias qu'ont eu les médias de la banlieue, est-ce que ça a changé à ce moment-là ou pas depuis lors? Ce
qui a tristement changé, c'est qu'on ne va plus en banlieue. Ou alors on y va pour chercher des choses de banlieue, c'est-à-dire des choses que l'on considère que dans l'imaginaire comme étant des choses spécifiques à la banlieue. Spécifiques à la banlieue, c'est ça. Et donc, insécurité, pauvreté. Beaucoup autour effectivement de la délinquance. Beaucoup autour des questions liées à l'islam, aux musulmans. Et donc, dès qu'il s'agit de pouvoir représenter médiatiquement ces sujets-là, les médias vont avoir tendance à envoyer des journalistes pour pouvoir raconter ces sujets-là à travers ces biais-là. Or, les banlieues, c'est aussi tout le quotidien. C'est, Idriss Etazaoui en parlera évidemment mieux que moi, mais c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les services publics qui abandonnent les territoires, c'est la question évidemment de l'habitat, tout ça. Et donc tous ces sujets-là, mine de rien, qui constituent le quotidien de tous ces habitants, de millions d'habitants, hein. On ne parle pas juste de milliers d'habitants autour de l'Île-de-France, on parle de millions d'habitants autour de toutes les grandes villes, et y compris aussi des quartiers populaires dans les zones périurbaines, voire des zones rurales. Moi, je viens du Loir-et-Cher, à Romorantin, on a des quartiers populaires. Et donc du coup, toutes ces questions-là, elles sont complètement mises de côté. Or, quand vous interrogez des jeunes lycéens, et moi je l'ai fait à de nombreuses reprises lorsque j'étais sur le terrain, en fait, quand ils pour le posent des questions, pour le Bondi Blog, créé à la suite des émeutes. Exactement, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, on n'a pas d'espoir, on n'a pas de Parcoursup, c'est compliqué, notre lycée est en train de tomber en ruine. Enfin, le nombre de reportages qu'on a pu faire, notamment en Île-de-France. J'ai par exemple en tête le lycée Mozart au Blanc-Ménil ou d'autres lycées qui sont en décrépitude. Enfin, c'est ça les sujets en réalité de banlieue, et pas la question des faits divers ou la question de la délinquance. On a entendu Jacques Chirac à juste titre qui parlait des enfants de la République. J'ajoute juste que Dominique de Villepin était Premier ministre à l'époque. Il nous avait quand même dit, lui et Nicolas Sarkozy, que Ziad Benna et Bouna Traoré étaient partis sur le chantier pour cambrioler. Enfin, ça, on ne l'a pas oublié. Le Premier ministre, il a fait son mea culpa. Il a fait son mea culpa, mais c'est resté dans la tête de beaucoup d'habitants. Idriss Etazaoui, est-ce qu'il y a toujours une image déformée de la banlieue, pour vous, pas aussi déformée qu'il y avait il y a 20 ans, ou ça a changé tout de même? Je rejoins naturellement Nacera sur ce qu'elle dit, l'analyse qu'elle fait de la manière dont les médias, et en particulier les médias mainstream, s'emparent des territoires populaires, entre l'hypermédiatisation de la réussite d'un côté, l'hypermédiatisation de l'échec de l'autre côté. Vous avez au milieu 6 millions d'habitants sur les 1500 quartiers de la politique de la ville qui ne demandent qu'une chose, c'est le droit à la banalité, le droit à la normalité. Et ce sont les premiers à souffrir. Alors, quand on parlait du quartier de la Madeleine tout à l'heure, les premiers à être désespérés, c'était les 13 000 habitants du quartier de la Madeleine, qui voyaient chez nous à Évreux. Donc la réussite d'un côté, nous on a eu Ousmane Dembélé qui a eu le Ballon d'Or, qui vient du quartier de la Madeleine. C'est génial, on fait le focus, les caméras sont dessus, etc. Mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière ça, vous avez une foultitude de jeunes qui s'en sortent très bien. Et de l'autre côté, vous avez l'échec, et on parle des émeutes à juste titre. Au milieu, on a nos habitants qui sont les premières victimes. Alors, on va revenir à Clichy-sous-Bois, mais aujourd'hui, en 2025, 30 000 habitants. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans, Fanny? Eh bien, aujourd'hui, les grues et les pelleteuses sont partout. Je cite nos confrères de Libération qui se sont rendus sur place. Les quartiers rénovés montrent, je cite de nouveau, un nouveau visage. C'est ce qu'expliquent les reporters de France Info. La moitié de la ville est encore en plein renouvellement urbain. 1300 logements vétustes doivent être détruits, notamment dans le quartier d'où sont parties les émeutes en 2005, le Chêne Pointu. 1500 doivent être construits, des centaines de millions d'euros ont été investis. Les Clichois ont désormais leur propre commissariat, des écoles rénovées, une piscine et même un conservatoire de musique flambant neuf. Quant au transport, là aussi il y a du mieux. La ville est désormais desservie par un tramway et bientôt également par la ligne 16 du métro avec l'arrivée du Grand Paris. Ce n'est pas suffisant, cela dit, d'après le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein. La ville est toujours enclavée. Il faut 1h30 pour rejoindre la capitale qui se trouve pourtant à seulement une quinzaine de kilomètres. Et Clichy-sous-Bois est aussi, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, la 3e commune la plus pauvre de France métropolitaine avec un taux de pauvreté de 42%. Il reste donc beaucoup à faire, même s'il y a eu des avancées. Fabien Truong, est-ce que Clichy-sous-Bois, c'est l'illustration de ce qui se passe dans l'ensemble des banlieues en France ? Oui, en fait, et pour rebondir sur ce qui a été dit à côté de moi, en fait, quand on a ce focus sur le fait divers, ce qu'on ne voit pas finalement, c'est la mobilité et la mobilité de la vie. Et les quartiers populaires, en fait, ce sont les quartiers et les territoires les plus mobiles. Et ils sont mobiles au moins à 2 niveaux. Un premier niveau, c'est-à-dire que ce sont des zones où on a des réservoirs de travailleurs pauvres, en fait, et qui sont dans une relation de service vis-à-vis des centres et des hypercentres urbains. Vous l'avez mentionné, moi j'ai enquêté avec Jérôme Truc pendant 10 ans dans la ville de Grigny, qui est dite la ville la plus pauvre de France. Bon,
on dirait des concours un petit peu bizarres en termes de statistiques socio-économiques. Mais qu'est-ce que vous voyez? Prenez par exemple le RER très tôt le matin, vous allez voir qu'il est plein, et ce sont les personnes qui vont aller nettoyer les bâtiments, sortir les poubelles. La logistique, par exemple, c'est la nouvelle condition ouvrière. Toutes ces personnes-là vivent dans les quartiers populaires. Donc déjà, on n'a pas le ghetto immobile. Ces personnes sont connectées dans la vie ordinaire. Mais il faut aller aussi plus loin quand on regarde la temporalité longue. Dans la temporalité longue, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les quartiers populaires sont des sas et des nas. Et donc en fait, ça, c'est des nas. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une très forte petite mobilité sociale, pas spectaculaire, c'est pas Ousmane Dembélé, mais qui se traduit par finalement, au long cours, une forte mobilité résidentielle. Par exemple, dans la ville de Grigny, en enquêtant 10 ans, qu'est-ce qu'on voit? Au bout de 10 ans, plus de la moitié de la population a changé. Ça, c'est c'est extraordinaire. Et juste pour terminer, si les quartiers populaires restent pauvres et sont de plus en plus pauvres, et s'il y a de plus en plus de violences structurelles, c'est pas parce qu'il y a une stagnation, c'est la conséquence de ce dynamisme. C'est les personnes qui se stabilisent économiquement et socialement, qui partent, qui sont remplacées par des personnes plus pauvres, plus précaires, et il y a une mécanique en fait, mais qui est liée à une dynamique démographique. C'est ça, c'est la paupérisation qui est un cercle vicieux de la banlieue, vous diriez, oui et non. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, on a tout l'attrait immobilier, l'attractivité immobilière autour du Grand Paris Express notamment, qui fait qu'un certain nombre de quartiers populaires qui étaient très pauvres il y a quelques années le sont peut-être un peu moins. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a repoussé aussi un certain nombre d'habitants qui aujourd'hui n'habitent plus dans la petite ou moyenne couronne, mais qui habitent beaucoup plus loin. Donc ils retrouvent une mixité. Comment? Vous direz qu'ils retrouvent une mixité sociale. Alors, je ne sais pas si elle retrouve une mixité sociale. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a vraiment existé, cette mixité sociale. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Et les perdants, c'est aussi ceux qui sont, du coup, repoussés. Et la question de la dynamique et la question des mobilités aussi dans les quartiers populaires, elle doit aussi s'interroger à l'aune de tous ceux qu'on a repoussés en dehors de ces frontières-là et qui désormais sont encore beaucoup plus éloignés que les 15 kilomètres de Clichy-sous-Bois à l'égard de Paris. Et ça, c'est, je trouve, un angle mort politique de ces dernières années. Oui, afin que vos téléspectateurs nous comprennent bien, parce que c'est un sujet important. Vous mettez le doigt sur un sujet éminemment important où il s'agit de dire, contrairement à ce que nous disent les gens, l'impression qu'on met des millions dans ces quartiers, dans ces territoires, et puis finalement rien ne bouge, rien ne se passe, etc. Vous avez raison, tous les 3 ans, vous avez les bailleurs sociaux qui sortent leur enquête de peuplement. Et dans l'enquête de peuplement que nous font les bailleurs, ils nous disent que 20% des personnes, tous les ans, quittent ces territoires. Ils vont mieux. Pour question de parcours résidentiel, ils ont trouvé un boulot, la famille s'agrandit, etc. Sauf qu'ils sont remplacés par de nouvelles populations qui arrivent, qui sont encore plus en difficulté que celles qui partent. Ça, c'est le premier sujet. Quand on dit que rien ne change, c'est faux aussi, parce que si effectivement, aujourd'hui, ce ne sont pas les élus locaux qui décident que les quartiers sont classés en quartiers politiques de la ville, c'est le législateur. Et il se base sur quoi? Sur la concentration de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont très pauvres. Une personne sur deux, un foyer sur deux est en deçà du seuil de pauvreté sur ces territoires. Donc ce sont des territoires qui sont en grande paupérisation. Mais à côté de ça, les gens ne vont pas très bien, parce qu'effectivement, il y a les discriminations, 3 fois plus de chômeurs qu'ailleurs, etc. Le problème de l'insécurité. Donc les gens ne vont pas très bien, mais à côté de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est que le cadre de vie, le cadre de vie, vous l'avez montré, à Évreux comme à Grigny ou comme à Clichy, change. Grâce aux opérations de renouvellement urbain, réhabilitation, déconstruction, résidentialisation, nouveaux équipements, un petit peu plus de services publics, c'est pas assez, mais on est plutôt sur la bonne trajectoire. Et donc, je suis élu local et j'ai des raisons d'espérer. Vous allez réagir, mais pour du grain à moudre pour le débat, une archive à propos des plans pour la banlieue. Il y en a eu énormément, il y en a eu des dizaines. On va se concentrer sur celui présenté par Jean-Louis Borloo. C'était en avril 2018, il devait changer fondamentalement la donne. C'est notre archive du jour. C'est un rapport alarmant que Jean-Louis Borloo a remis ce matin à Édouard Philippe. L'ancien ministre de la Ville dénonce un scandale absolu dans des banlieues à l'abandon. Pour lui, il faut agir maintenant. Il faut qu'on réattribue nos richesses, nos moyens humains. C'est relancer cette rénovation urbaine qui avait métamorphosé une partie des quartiers, mais qui est à l'arrêt. Dans son plan de bataille pour les banlieues, 19 recommandations, parmi lesquelles la création d'un fonds de 5 milliards d'euros pour changer la donne dans les quartiers prioritaires.
Ce plan Borloo est considéré comme celui de la dernière chance, car depuis 40 ans, une dizaine de plans banlieue ont été lancés avec plus ou moins de succès. Fabien Truong, un plan qui n'a pas vu le jour, mais est-ce que c'était un plan de plus ou un rendez-vous manqué pour vous, réellement ? Je crois que pour beaucoup de maires, ça a été beaucoup dit à l'époque, c'était un rendez-vous manqué. Mais juste pour rebondir sur ce qu'on a dit aussi, on voit bien que même le terme banlieue, il est un petit peu problématique parce que finalement, quand je parlais de mobilité tout à l'heure, c'est la question des mobilités subies, contraintes et des mobilités désirées. Parce que dans les villes de quartiers populaires qui se gentrifient, là on va parler peut-être de villes comme Pantin, Aubervilliers, qui sont proches de Paris, où il y a un métro qui est accessible, et donc du coup où il devient désirable pour des familles de classe moyenne ou moyenne supérieure de rester proches de Paris. Quand je parlais de Grigny, c'est 3 quarts d'heure de RER. Et puis, quand je dis Grigny, il y a Grigny 2, la Grande Borne. C'est 2 quartiers différents. Grigny 2 est proche du RER, la Grande Borne, vous devez marcher 1,5 km avant d'arriver à la gare. Donc, vous voyez, c'est cette question-là. Donc, même la banlieue, entre la banlieue très proche et la banlieue très éloignée, on retrouve ces problématiques-là. Et ça veut dire que les quartiers populaires, c'est aussi symptomatique, au fond, des inégalités sociales dans l'ensemble de la société. C'est le cas des autres métropoles, pas que Paris, c'est le cas aussi à Lyon ou d'autres métropoles françaises. Nassir El Mouadem, il faut revenir quand même sur la peur de la police. C'est à l'origine quand même de ce qui s'est passé en 2005. Est-ce que de ce point de vue, vous diriez que les choses ont évolué ou pas ? Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment de crainte de la police ? Est-ce que l'insécurité est un sujet dominant ou pas en banlieue aujourd'hui ? Et les rapports avec la police ? Alors du coup, l'insécurité vis-à-vis de la police ? Oui. C'est ça. Alors là, non. 2 questions différentes. D'abord, sur la police, les liens entre police et citoyens, comment il est aujourd'hui ? Et est-ce que l'insécurité reste pour l'ensemble des habitants un sujet ? Je l'ai dit sous forme de blague, mais en fait, ce n'est pas une blague. Je pense qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité vis-à-vis de la police et qui n'est pas un sentiment d'ailleurs, parce que tout ça est tout à fait documenté, y compris par les universitaires, pas uniquement par les témoignages des gens. Tout ça se recoupe. Et donc oui, il y a beaucoup plus de malchance d'être contrôlé avec des contrôles au faciès, absolument, avec des contrôles qui se terminent mal dans les quartiers populaires, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles qui concentrent beaucoup d'habitants, qu'ailleurs. Ça, voilà, je pense que tout le monde maintenant le sait, donc ce n'est pas qu'une question de sentiment. Et c'est là où... Mais il y a aussi des narco-bandits qui métastasient les banlieues ou les villes de banlieue. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. C'est pas un sujet aussi de l'insécurité pour ceux qui vivent dans ces endroits, en tout cas, c'est pas le sujet du jour, puisque là, on est quand même réunis pour la question de l'hommage à Ziad Benna et Bouna Traoré. Évidemment, mais on peut extrapoler. Oui, bien sûr, mais moi, ça me semble très important, justement, de ne pas faire l'amalgame et de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que, pour moi, ce sont vraiment des sujets différents. Évidemment qu'il faut combattre, questionner ce sujet-là, y compris dans les politiques publiques. Mais quand on parle de peur, on parle de mamans qui, tous les matins, ont la boule au ventre de voir leurs enfants arrêtés et pouvoir être, par exemple, victimes de violences policières. On n'est pas dans le sentiment, on est vraiment dans quelque chose de très, très concret qui, du coup, fonde le quotidien de millions d'habitants. Sur ce point. Un petit peu plus nuancé que celle de mon amie Nassera. Il n'y a pas très longtemps, il y a un mal français qui est celui de l'essentialisation. On souffre d'essentialiser, on manque de complexité, on manque de nuances. Et que ce soit du côté de la police ou que ce soit du côté de la population. On a fait une enquête IFOP il n'y a pas longtemps. On travaille avec Michel Fourny, qui est aujourd'hui devenu ministre de la Ruralité, mais avant ça, qui était président de l'Association des maires ruraux de France, non pas pour réconcilier les banlieues et les villages, les bourgs et les cités, mais davantage pour aller chercher les points communs, et les convergences de points de vue, les enjeux collectifs, ce sur quoi nous pouvons travailler pour mieux nous rassembler avec Michel Fournier. Et nous avons lancé une étude IFOP, et nous avons interrogé les gens de banlieue. Et le premier sujet qui revient, justement, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, c'est nous avons besoin de plus de police. Une police mieux formée. Parce que nous craignons l'insécurité. La première insécurité, c'est celle de la voyoucratie. C'est celle du narcotrafic. Et quand vous êtes élu local, vous en recevez des coups de fil, vous en donnez des audiences, parce que les gens, finalement, ne se sentent pas en sécurité. Entre la cage d'escalier, où est-ce que les gamins ne veulent pas bouger, et ça crée de l'incivilité, et le point de deal en face de la rue, à côté de l'école, où j'emmène mes gamins, on a des situations qui sont quand même des situations dramatiques et qu'il faut dénoncer. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a des quartiers prioritaires et qui méritent et qui nécessitent une intervention accrue de la puissance publique, et en même temps se voiler la face sur les difficultés qui rongent notre quartier, et en particulier le narcotrafic. Mais je termine là-dessus en disant que dans la police,
comme chez nos habitants. Il ne faut pas essentialiser. Dans la police, on a des gens qui sont formidables, qui font très bien leur boulot. Malheureusement, on en a quelques-uns qui jettent l'opprobre sur la profession. Voilà. Et qui remettent en cause l'État a été condamné, hein. L'État a été condamné pour les contrôles aux faciès. Oui, mais je ne peux pas dire que toute la police, notre police est une police républicaine. C'est pas ça. Il y en a probablement certains qui se comportent mal. Mais de la même manière qu'il ne faut pas essentialiser sur nos quartiers, les populations d'Assara, et de dire que l'État a été condamné par la justice pour des contrôles aux faciès systématiques, c'est bien que c'est le système. C'est le système. Et ça veut dire que c'est bien le système qui conduit à cela. Et donc, effectivement, la question de la formation des policiers, etc. Fabien Truong, sur ce point, est-ce que, sur vos études, est-ce que c'est aussi ce sentiment d'insécurité ou cette insécurité réelle qui vient gâcher le quotidien ou pas principalement ? Mais je pense en fait que mes deux interlocuteurs ont raison en fait et que on peut regarder les choses tristes. C'est vous qui êtes au modèle central. Qu'est-ce que je veux dire par là Si on veut une police qui soit au service de la population. C'est parce qu'en fait, des violences structurelles dans les quartiers populaires, il y en a beaucoup et elles sont liées à la concentration de pauvreté et de précarité. Et la question du narcotrafic, c'est une vraie question. Mais il faut une police qui ait du temps, qui connaisse la population, qui connaisse le quartier. C'est le temps de l'enquête et le temps du service à la population. Et donc ça veut dire un rapport à la police tout à fait particulier qui n'existe pas. C'est-à-dire la police de proximité qui existe. Tout à fait. Il y a on a ironisé sur la police de proximité en disant que c'était jouer au football. Non, ça veut dire connaître la population, connaître ses besoins, connaître qui est en souffrance, qui deal, qui ne deal pas, sachant que les personnes qui deal, c'est une petite minorité. Fondamental. Pour vous, c'est fondamental. En fait, c'est essentiel, mais même si vous discutez avec des policiers, ils vous diront la même chose. C'est le temps du travail, en fait. Sauf que la police a été prise en otage par le politique, qui cherche à montrer les muscles vis-à-vis des personnes qui n'habitent pas dans les quartiers populaires, pour mettre en scène une figure de l'ordre et de l'autoritarisme à travers des raids indifférenciés qui vont cibler toute une partie de la population. Mais ça, c'est vraiment... Il y a une prise d'otage, en fait, en réalité. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité, vu par Xavier Mauduit et Théophile Cossin. On va évoquer, une semaine après le braquage du Louvre, le fait que 2 des montes en l'air ont déjà été arrêtés et le départ de la plus célèbre des transats à la voile en double, la Jacques Vabre, ex-Jacques Vabre. Elle vient d'être renommée. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nol, comme tous les soirs. Ce mot, c'est pollicule, à l'oreille, qui n'est pas un organe sexuel, je le rappelle. Même ceux qui ne sont pas latinistes devraient en comprendre le sens. Pollicule, c'est entendu. Pollicule, c'est le couple, mais version polyamoureux. Polyamour, ambiamour, pollicule. Pollicule is an umbrella term. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Pollicule, mot valise anglais composé du grec polus, beaucoup, et du latin culus, un suffixe diminutif, traduisible par petite structure aux multiples relations, désigne, en novlangue romantico-sexuelle, un réseau polyamoureux où chacun s'autorise autant de relations qu'il lui plaît. Plusieurs villes américaines ont choisi de protéger les pollicules. Le pollicule est un concept essentiel dans la psychologie du polyamour. Lui-même parti du vaste fourre-tout de la non-monogamie éthique, les relations non exclusives consenties. Dans un pollicule, Jane, mariée à Bill, offre son anatomie à Jack, John et Pam, tandis que Bill pratique le tantra yoga chez son troupe d'amis Jim, Julia et Kitty, laquelle ne rechigne pas à... Cet échangisme socio-cul forme une constellation de taille et de complexité variables, en V, en comète, en triade, tétrade, pentade. Si la polygamie, interdite en Occident, implique contrat, légal ou religieux, et domination, en polyamour, la gaudriole est sans hiérarchie. L'amant de la veille et l'époux de 20 ans sont délogés à la même enseigne. Polyamour apparaît en 1990. Pollicule émerge vers 2012 sur les forums pour décrire la cartographie d'un réseau polyamoureux, puis entre au DICO en 2021. Mais la paternité du concept revient à un philosophe français du 19e, hostile au mariage exclusif, qui asservit les femmes, et au couple monogame, qui restreint l'essor de l'amour. Si depuis 2023, le pollicule, une structure familiale ou relationnelle, en sabir techno, est protégé par plusieurs villes américaines, plutôt à gauche, le modèle est aussi critiqué pour son libertarisme. Nous sommes tous nos propres start-up, condamnés à doper notre PIB psychologique, à déréguler nos désirs. Le plaisir, par monts et partous.
Il a choisi son camp, la monogamie totale. Merci, monsieur Nolte. Théophile Cossack, Xavier Mauduit, ravi de vous revoir pour vos chroniques. On commence avec vous, cher Xavier. Alors, bah oui, effectivement, les braqueurs du Louvre ont pris les bijoux. Ils ont laissé des traces ADN. 2 suspects de Montanlert ont été interpellés pour ce braquage. Et vous nous parlez d'autres voleurs, des fameux joyaux de la couronne. Oui, C'était quand? 1792, Elisabeth. Pendant plusieurs nuits, à partir du 11 septembre 1792, une bande de malfrats s'en prend au garde-meuble de la couronne. Ce bâtiment se trouve place de la Révolution. Alors aujourd'hui, le bâtiment, c'est l'hôtel de la Marine, et place de la Révolution, c'est un nom qui a été donné à cette place royale. Nous la connaissons sous le nom de place de la Concorde, et c'est là où les rois entreposent leurs collections, leurs trésors. D'ailleurs, c'est connu, hein, il y a même possibilité de visite une fois par semaine. Mais là, c'est le chaos général, il faut le dire. Il y a la monarchie qui s'effondre, hein. C'est la prise des Tuileries le 10 août, la famille royale est incarcérée au Temple, et les malfrats en profitent. Et vas-y que je te montre sur un lampadaire, je casse un volet. D'ailleurs, on peut toujours le voir aujourd'hui à l'hôtel de la Marine. Il est cassé, il rentre, et c'est régalade de pierres précieuses et d'or. Et c'est qui les voleurs? Ils sont très vite identifiés. Très vite identifiés. Le vol est découvert dans la nuit du 16 au 17 septembre 1792. Et voilà, la police va identifier une bande. Alors, il y a 17 personnes qui sont envoyées devant les juges. C'est quand même pas mal. 5 sont acquittés. 12 condamnations à mort. Tout le monde n'est pas exécuté. Puis cette rapidité de la police et de la justice, on pourrait espérer qu'elle fasse taire toute polémique. Eh bien non, parce que la polémique est née au moment même où l'on a appris le vol. Qui est responsable de toutes ces défaillances, cette sécurité? Y a-t-il eu des commanditaires, des complicités? Quel rôle à l'intérieur? Quel rôle a joué Marc-Antoine Thierry, le baron de Ville d'Avray? C'est lui l'intendant du garde-meuble. Et on peut lui demander, il a été tué lors des massacres de septembre. En fait, l'idée, c'est... Lors du vol, les bijoux étaient-ils encore là? Ce ne serait pas pour dissimuler, en fait, que ces bijoux aient déjà disparu? Plein de mystères, Elisabeth. Oh, Xavier, où sont les bijoux? Ben oui, où sont les bijoux? En fait, ils sont très vite retrouvés. Enfin, en partie, hein, quand on arrête la bande, on trouve des petites choses, mais on ne trouve pas les très belles pièces. Et notamment le célèbre diamant bleu, celui porté par Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, celui de la toison d'or. Voilà, 69 carats, une véritable beauté. Combien de carats? 69 celui-là. Ah ouais, pas rien. Quelques décennies plus tard, en 1812, Vlatipak à Londres, un bijou est vendu. Diantre, qu'est-ce qu'il ressemble? Il n'a pas la même forme, sans doute retaillé. Il est vendu, écoutez bien, le 19 septembre 1812. Et oui, vous bondissez, Elisabeth, parce que cela veut dire que ça fait 20 ans et 2 jours qu'il a été volé. Donc 20 ans, c'est-à-dire après le délai de prescription de 20 années. Les voleurs sont des gens patients. Ce diamant-là, c'est le célèbre diamant Hope, qui est aujourd'hui à Washington. Hope, Hope comme espoir en anglais, Hope comme Hope, 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 un joli tour de passe-passe, oui. À Washington, Trump, rends le diamant. Rendez les diamants. Trump, rends-le. Bon, Théophile, cher Théophile, on part en mer. Bah, décidément, on a commencé en mer, on termine en mer. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Les skippers de la Transat Café Lorge, ils sont partis ce week-end pour traverser l'Atlantique, ils vont jusqu'en Martinique, c'est ça? Et il y en a qui ont déjà coulé. Ouais. Bon, vous nous racontez tout. Oui, c'est une course mythique, vous l'avez dit, anciennement Transat Jacques Vabre, qui relie Le Havre à la Martinique. 74 bateaux ont pris la mer, 148 marins, oui, parce que c'est une course qui se fait en duo, contrairement, vous savez, au Vendée Globe ou à la Route du Rhum, hein, qui se passe en solitaire. Les marins vont traverser l'océan grâce à la seule force du vent en à peine 12 jours. Mais attention, ils ne vont pas tous prendre la même route. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 catégories de bateaux différents. Déjà, 2 catégories monocoques, dont les célèbres IMOCA, vous savez, des bateaux de 18 mètres, ceux qui font le Vendée Globe. Et puis, 2 catégories multicoques, des trimarans, notamment les ultimes. Alors, les ultimes, ça, c'est le top. On ne fait pas mieux en termes de performance. Ce sont les Formule 1 des mers, des bateaux de 32 mètres avec des foils, vous savez, hein, ces ailerons qui permettent aux bateaux, littéralement, de planer au-dessus de l'eau à des vitesses dingues, des pointes à 50 nœuds, plus de 90 km/h. Et comme tous ces bateaux n'ont pas la même vitesse, mais que les organisateurs veulent que toutes les catégories arrivent en même temps, notamment pour que chacun puisse bénéficier de la même couverture médiatique, et ben les catégories les plus rapides sont priées de parcourir plus de distance, 11 500 km pour les trimarans ultimes, qui vont faire le tour de l'île de l'Ascension, hein, que vous voyez sur la carte, avant de remonter, contre seulement 7000 km pour les monocoques les plus lents. Ah, et alors cette année, c'était agité, non, le départ? Ah oui, très agité à cause des conditions météo. Une catégorie a d'ailleurs été autorisée à partir dès samedi, ce sont les Ocean 50, des trimarans de 15 mètres qui sont rapides, légers, très nerveux. Ils étaient 10 au départ, mais dès la première nuit, 3 d'entre eux ont chaviré dans la mer.
3 sur 10, ça fait quand même beaucoup. Alors bon, heureusement, tous les marins ont pu être élitreillés, mais bon, vous imaginez la mission de dingue. Cette nuit-là, dans cette zone difficile, il y avait des grosses rafales de vent. La tempête Benjamin, peut-être. Jusqu'à 40 nœuds de vent, c'est très fort, des creux de 3 mètres. Et les Ocean 50 sont des bateaux réputés instables, à la différence des monocoques. Vous savez, eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle de quilles lestées qui leur permet, voilà, qui les évite de se retourner. Ce qui veut dire que les skippers doivent être super vigilants, parés à lâcher les voiles immédiatement dès qu'il y a une rafale inattendue. Parce que oui, si vous avez un gros coup de vent et que vos voiles sont trop en tension, et ben mécaniquement, le vent appuie et vous chavirez. Ajoutez à cela la houle très forte, le combo gagnant pour aller boire la tasse. Prudence donc aux valeureux marins encore en course, attendu, si tout va bien, le 5 novembre prochain. On verra, on guettera. Merci à tous, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss.